Voilà. Et donc, ce qui est important dans cette formation, c'est que vous ne soyez pas collé à votre fascicule, mais que vous compreniez les dynamiques. En fait, il y a des dynamiques familiales, des dynamiques inconscientes, des dynamiques psychologiques, hein, tout ça va se regrouper. Et le plus important, ce n'est pas les outils que je vais vous partager. Vous allez voir que les outils que je vous partage, ils sont, j'espère qu'à la fin, en tout cas, de la formation, vous vous direz, OK, ils sont hyper simples. Mais ils sont, c'est Lulumineuse, vous connaissez peut-être cette blogueuse, enfin youtubeuse, etc., écrivaine, qui dit tout ce qui est simple n'est pas facile. Donc, ce sont des outils extrêmement simples, mais il faut quand même en comprendre le sens et la dynamique. Et ils sont tous dans l'objectif de révéler l'inconscient. D'accord? Nous, en psychogénéalogie énergétique, on ne va pas travailler sur les faits, FAITS. On va travailler sur les conséquences, finalement, des faits. On va travailler sur ce que les faits historiques, factuels, ont créé comme émotion, comme croyance, comme comportement. D'accord? Donc, je répète ça, c'est un peu la cascade des événements et de ce qu'ils créent dans nos vies. Donc, on va aller chercher dans nos arbres et dans nos forêts familiales, on va aller chercher des événements. Les événements créent des émotions, des réactions émotionnelles, en fait, des peurs, des culpabilités, de la tristesse, etc. On ira chercher ce que ces émotions ont créé comme croyances. Je crois que, on en verra plein. Et puis ces croyances, elles créent des comportements. Hein. Si je crois que je suis nul, eh ben, je ne vais pas oser vivre ma vie, je vais pas n'ayant pas de valeur, je ne vais pas oser dérouler mon plein potentiel. Donc, on a plusieurs déjà portes d'entrée finalement en comprenant ça. C'est d'identifier nos comportements, donc de passer par nos comportements pour remonter eh ben, cette cascade. Hein. Il faut remonter derrière un comportement, il y a une croyance, une émotion et donc éventuellement un ou des événements, ou d'identifier directement les croyances, ou directement identifier les émotions qu'on a engrammées, etc., etc. Donc, tous les outils que je vais vous partager et qu'on va mettre en pratique ont un seul objectif, c'est de révéler l'inconscient. Parce que toute notre histoire familiale vit en nous. On pourrait penser que c'est dans l'ADN, bien sûr. On est le fruit au moins de 2 personnes, mais évidemment, on est le fruit de tous ceux et toutes celles qui sont derrière. Mais on est le fruit de ces personnes aussi dans nos comportements, dans nos habitudes, c'est-à-dire dans notre langage, c'est-à-dire ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et les deux sont aussi importants. Dans comment on le dit et de comment on ne dit pas les choses. Dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes de croyances idéologiques ou religieuses, dans la façon de faire couple ou de faire famille, d'éduquer nos enfants, la façon dont on s'habille ou dont on ne s'habille pas, dans la façon dont on se développe professionnellement ou non. En fait, tout est relié et tout est interrelié. D'accord? Je vais déjà oser des grands mots comme ça, mais Pierre Bourdieu, qui est un sociologue français, parlerait d'habitus. On est dans des schémas. On est dans des schémas de pensée et tout, en fait, se manifeste. En permanence, notre inconscient se manifeste à travers nous, à travers notre corps. On utilisera donc ce corps pour aller chercher des informations. On utilisera ce corps pour comprendre ce qui se passe finalement dans notre logiciel inconscient, on va dire, pour faire simple. On ira chercher dans nos mots,
dans ce qu'on dit et dans ce qu'on ne dit pas, et dans comment on dit les choses. Hein. Plus important encore que ce qu'on dit, c'est comment on dit. Et on verra aussi par d'autres moyens de projection de l'inconscient, mais je ne peux pas encore tout vous révéler, sinon ça va déjà vous préparer votre mental là, et ça serait pas, puisqu'on va se mettre dans le cadre d'une séance, hein, comme si vous viviez une séance, certes étalée dans le temps, mais pour que vous viviez vous-même que vous viviez les outils et que vous compreniez les dynamiques. Voilà, donc ce sont des outils miroirs en fait, qui permettent de libérer l'inconscient. C'est un peu la spécificité de la psychogénéalogie et énergétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas être juste dans la psychogénéalogie et l'analyse des dates, l'analyse des faits, l'analyse, on ne va pas faire de recherche historique ou de recherche dans les archives. Si vous ne connaissez pas, même ne serait-ce que vos parents, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vos parents, permettez-moi cette expression, qui sont importants. C'est comment vous avez vécu votre lien aux parents qui est important. Ce n'est pas les faits qui sont importants ou les personnes. C'est le lien que nous entretenons avec ces personnes. C'est ce que nous avons gardé, engrammé, mémorisé de ces événements, ce qu'on nous a transmis, soit comme on m'a dit qu'il s'est passé ça il y a 5 générations. Non, c'est ça qui est OK, ça peut vous marquer, mais ça peut être aussi la cascade, comme je l'ai présenté tout à l'heure, qui est important. C'est-à-dire quelle croyance, finalement, vous avez hérité de cette histoire familiale que même peut-être dont vous n'avez jamais entendu parler. Hein, mais la croyance qui en est la conséquence, elle est engrammée en vous. Donc en fait, on ne va pas parler de votre famille. On ne va pas parler de votre histoire familiale. On ne va pas parler de votre arbre. On va parler de vous, en fait, uniquement en séance de psychogénéalogie énergétique. Bien sûr qu'à travers vous, on parle de l'histoire, on parle des faits. Mais on ne parle pas des faits FAITS. On parle de ce que vous gardez des faits, ce qui n'est vraiment pas la même chose. Beaucoup de personnes viennent en séance pour guérir leur lignée, pour éviter que ça se transmette à leurs enfants, pour libérer leurs ancêtres. Sans limite, sans tabou et sans jugement, donc on accueille. OK. Tout point de départ pour la thérapie est intéressant. Mais nous, on va travailler sur l'arbre intérieur. Parce que c'est à partir de cet arbre intérieur-là, de ce présent-là, que tout est possible. On ne va pas travailler sur l'arbre généalogique, l'arbre des faits, FAITS. On va travailler sur les effets de l'arbre, sur l'arbre intérieur, c'est-à-dire ici et maintenant dans mon présent. On aura l'occasion de parler de ce triangle dramatique que vous connaissez peut-être, le bourreau, le sauveur et la victime. On aura l'occasion largement d'en parler parce que c'est le triangle des Bermudes, hein, c'est le triangle familial, tout simplement. Donc, on ira identifier quels sont les bourreaux, quelles sont les victimes et les sauveurs. Mais par rapport à ce que je viens de dire, c'est essayons de ne pas être le sauveur de tout notre arbre, mais essayons déjà de changer de regard peut-être sur notre positionnement. C'est déjà en soi un changement, là, ce que je vous propose, hein, de regarder différemment notre arbre. Alors ça, c'était une petite introduction sur les outils. Maintenant, petite introduction sur, de façon très, très, comme ça, début, le transgénérationnel. Je vous souhaite de vivre tout ce qu'on va vivre ensemble de façon la plus joyeuse possible. Ceci étant dit, le transgénérationnel, c'est le sujet qui pique le plus. Vous savez peut-être, mais je donne d'autres formations. On a un catalogue, je crois, avec 12-13 formations, peu importe. La formation transgénérationnelle,
c'est pas celle qui est la plus dure à mener, c'est celle dans laquelle il y a plus de réactions émotionnelles, dans laquelle donc il y a plus de réactions à accueillir et donc, pour moi en tant que formateur, à gérer aussi. D'accord? Donc, vous aurez des réactions émotionnelles. Il y a des moments où je vais littéralement être votre bourreau, enfin vous allez me ressentir comme tel, parce que ce qui sera dit va venir tellement bousculer vos schémas, vos croyances, et j'ose dire déjà infantiles, parce que notre objectif en transgénérationnel, là je parle aux thérapeutes qui sont avec moi, que vous serez peut-être si vous ne l'êtes pas encore, mais notre objectif en transgénérationnel, c'est d'aider les gens à grandir. Donc il y aura des réactions infantiles qu'on accueille comme telles, parce que ce sont, alors ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être mais quand vous avez un exemple, une dame de 60 ans, et on va l'appeler Micheline pendant toute notre séance, hein. Micheline, ce sera notre cliente, pas lambda, j'aime pas ce mot, mais notre cliente référente. Quand vous lui dites, ou quand elle comprend que consciemment ou inconsciemment, que sur tel et tel sujet, eh ben, elle a 8 ans encore par rapport à l'argent, elle a encore 8 ans. Par rapport à la vie de couple, en fait, elle a encore 22 ans. Donc, elle n'a pas l'âge de son présent, en fait. D'accord? C'est un des outils dont on parlera, identifier l'âge clandestin par rapport au sujet de vie. Quel est l'âge que j'ai vraiment par rapport à tel et tel sujet? Moi, mon objectif quand je suis en mode thérapeute, c'est d'aider les gens à être dans leur présent, de façon absolue, on pourrait dire, et libre et souveraine. D'accord? Donc, c'est donc aller identifier là où je ne suis pas adulte. Ce qui peut être un peu inconfortable. Si je vous dis là tout de suite, toi, tu as sur tel sujet, et c'est pour ça que ça bloque, c'est parce que sur tel sujet, tu as 10 ans. Ben non, j'ai pas 10 ans. Non. Il y aura forcément, parce qu'il y a forcément un jugement. On pense que l'autre nous juge quand il nous dit ça. Alors, en fait, c'est une clé de compréhension. Donc, tout va être aussi dans la façon d'amener, pour moi, je vais essayer de vous le montrer, ça, mais pour vous aussi, en tant que thérapeute, d'amener ces sujets-là de façon douce et subtile. Sinon, vous serez le bourreau, et en face, la personne réagira comme une victime et appellera son sauveur, c'est-à-dire «Ah, aidez-moi, je ne veux pas être cet enfant-là». Bref, donc c'est vraiment le sujet. Alors, nous avons on a créé une méthode avec ma collègue Marie, qu'on appelle Holiscan. Holiscan qui est vraiment un scan global, holistique. Donc, on passe vraiment par toutes les couches finalement qui nous composent. On scanne la totalité des perturbations, par quoi est perturbée la personne, par quoi elle est concernée finalement, énergétiquement, inconsciemment, etc. Nous, on verra que cet étage transgénérationnel, mais il y en a d'autres. Je vous les livre comme ça, les 7, comme ça vous, vous verrez. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que malgré tout cela, c'est le transgénérationnel qui est le plus épais. La plus épaisse des couches, c'est toujours le transgénérationnel, qu'on le veuille ou non. Et parfois, on m'a dit, mais non, ça doit être forcément du karmique. Et numéro 2, des gens qui viennent en, soins et qui disent, oui, une énergéticienne m'a dit que j'avais des vies, ou en hypnose spirituelle. J'aimerais aller voir mes vies antérieures parce que je suis sûr que j'ai des blocages. Okay. Donc, je commence dans l'ordre, pardon. Numéro 1, c'est ce qui est lié à l'incarnation. L'incarnation, c'est comment je vis en tant qu'âme dans ce corps incarné. D'accord? Donc, c'est finalement pas karmique qui est l'étage numéro 2. Karmique, c'est tout ce qui est vie antérieure et entre deux vies éventuellement, mais c'est vraiment le rapport c'est très spirituel, on va dire chakra coronal, c'est être incarné. Mais en fait, il y a vraiment plein de sujets dans ce sujet numéro 1, là, dans cet étage numéro 1. L'étage numéro 2, c'est le karmique. L'étage numéro 3, c'est le transgénérationnel. Étage numéro 4, c'est tout ce qui est psycho-émotionnel, donc nos émotions, notre mental, nos croyances. Numéro 5, c'est ce qu'on appelle astral, parce que c'est tout ce qui est
un peu plus ésotérique finalement, un peu plus énergétique, et qui ne devrait pas être là finalement, qui n'a pas sa place. Je fais simple, hein, pardon, je ne fais pas la formation Holiscan ce matin, aujourd'hui. Le niveau 6, c'est ce qu'on appelle le niveau éthérique. Et dans le niveau éthérique, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et le niveau éthérique, c'est un peu notre... j'aime pas non plus ce terme, mais le brouillon, on n'a pas trouvé mieux. Quand on a des pensées, quand on a la plupart du temps, ce sont des pensées, donc tout ce qui est forme pensée, ça va créer une espèce de double de nous, de préquel, comme on dirait au cinéma, de nous, et qui va ensuite se manifester. Donc là, il y a déjà aussi beaucoup de choses. On va aller travailler avec le double éthérique. Et en numéro 7, tout ce qui est physique, c'est-à-dire biologique et géobiologique. Physique, l'alimentation, les comportements, la sexualité aussi, et géobiologique, tout ce qui est le rapport à la Terre et autres. Cela étant dit, tous ces 7 niveaux vont toujours se recouper avec le niveau transgénérationnel. Parce que c'est le plus épais, c'est le plus sensible, et en fait, c'est le plus récent de notre histoire. Donc même quand il y aura du karmique, le karmique sera toujours en résonance, c'est-à-dire, déjà j'explique, quand il y aura du karmique, ça veut dire quoi? Quand il y aura, une personne sera concernée par une charge karmique ou une vie antérieure qui la pèse, ou voilà, version simple. Eh bien, ce karmique aura toujours une résonance, finalement aura toujours un lien, sera pesant, parce que dans le transgénérationnel, il y a quelque chose qui fait que c'est lourd. Le karmique, par nature, normalement, se dissout. On vient se réincarner, on a une autre famille, on a d'autres expériences, etc. Si le karmique reste une charge, si une vie ou une mémoire karmique reste importante, c'est parce que dans le transgénérationnel, il y a quelque chose qui nous empêche de l'avoir dissous, de l'avoir transmuté, ou qui même vient le relancer. D'accord ? Donc ça, c'est notre expérience. D'accord ? Ce ne sont pas ce que je vous partage moi dans les formations. Finalement, ce ne sont que mes croyances. D'accord ? Je n'ai pas de vérité absolue. J'essaye d'avoir des références. Je vous donnerai des références par rapport à certains livres. Là, j'en ai préparé plein, ceux qui me semblent les plus intéressants, transgénérationnels. Mais avant tout, c'est l'expérience qu'on a observée. D'accord ? C'est depuis 4-5 ans, avec des milliers de personnes, pour faire simple. Ceci étant dit, ça ne reste que notre expérience et donc que nos croyances. Mais ce sont, j'espère, peut-être des clés qui vous permettront de voir les choses différemment, et puis vous en ferez bien ce que vous voulez avec vos accompagnements. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le sujet là que vous entamez, si vous l'entamez, eh bien, c'est le sujet parfois le plus douloureux, parfois souvent le plus intime. Parce que mon lien à papa et maman est constitutif, et mon histoire avec eux, mon enfance, etc., est constitutif de la base de notre être, de notre ADN, de notre développement depuis le ventre. Parce que le transgénérationnel, finalement, ça englobe tous ces moments-là, bien sûr les ancêtres. Je les appellerai d'ailleurs plus les ancêtres que les défunts, parce que pour moi, ils continuent de vivre à travers nous, autant que de l'autre côté, si on veut utiliser ce terme. Hein. Mais avant tout, pour moi, ils vivent à travers nous, en permanence. Ça vous arrive d'ailleurs certainement d'avoir une phrase « Ah tiens, on dirait ma mère qui parle » ou « Ah tiens, ça c'est une expression, vous avez une discussion, puis il y a une phrase qui vous revient que disait votre père ou votre grand-mère.
donc ils vivent à travers nous. Donc on parlera des ancêtres des défunts, on parlera de notre lien, de cette triade-là, de cette triade, d'ailleurs, qui est souvent en lien avec le triangle dramatique, hein, cette triade papa, maman et moi. J'arrive dans ce monde, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on projette sur moi? À quoi je m'identifie? Et de tous ces espaces, finalement, depuis le début de l'incarnation, c'est-à-dire le projet qu'ont mes parents avant même que j'existe, avant même l'acte sexuel, hein, avant même la procréation, quel est le projet entre eux? Pourquoi ils vont faire un enfant à ce moment-là? Et puis, dans le ventre maternel, ce qui va se passer, c'est quand même 9 mois de notre vie et ce sont les bases du développement de nos cellules. Donc, ça va s'imprimer profondément dans toutes nos cellules en termes d'ADN. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, hein. Tout est dans nos gènes. On n'est qu'au début presque, hein, de la découverte de comment fonctionne la génétique et encore plus l'épigénétique parce que c'est encore plus récent. Donc la génétique, c'est l'histoire familiale et l'épigénétique, c'est comment les émotions, les croyances, les événements, les comportements vont modifier cette génétique. Alors là, peut-être je vous avez l'impression que je parle que de problématiques, mais puisque ces comportements, ces croyances, etc., ont une influence sur nos gènes, ça veut dire qu'on peut aussi avoir un levier de guérison dans cette épigénétique. On peut aussi agir, finalement, si on change nos croyances, si on change nos comportements, si on change de milieu, c'est-à-dire de lieu de vie, ou de lieu de travail, etc. Ça va modifier notre ADN. Et quand je disais tout à l'heure que c'était le sujet le plus douloureux et le plus sensible, ça veut dire aussi qu'il y a un potentiel d'énergie de vie à libérer. Quand on a plus 8 ans sur un sujet, waouh, ça veut dire qu'on peut être vraiment dans son présent et que aucun sujet ne soit finalement tabou, ne soit... On va bien sûr beaucoup travailler sur les croyances, hein, on va changer notre regard. Je pense que toute thérapie, même énergétique, doit passer par là. Peut-être même que nos croyances sont ces énergies qui nous mobilisent et qui nous empêchent. Donc, on va travailler sur tous ces sujets, à la fois donc l'arbre intérieur, cette forêt dont nous sommes issus, et tout ce qui est tout ce qui résume la vie finalement, parce qu'on va être, je crois, en tranché, on est vraiment dans la vie. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi, c'est que on va ouvrir le grand livre de la vie. Moi, j'ai pas commencé par là. J'ai commencé par, en tant que thérapeute, bien sûr. Je ne vais pas vous raconter tout. Euh, mais moi, j'ai d'abord commencé par l'hypnose. Et d'ailleurs, il y aura dans cette formation un script d'hypnose transgénérationnelle, hein. Si vous maîtrisez déjà l'hypnose, vous pourrez creuser avec l'hypnose transgénérationnelle. Vous pourrez mixer les deux. On le fait d'ailleurs un peu, hein. On va échanger avec les ancêtres, on va sur le banc, etc., etc. Ceux qui connaissent ont compris. J'ai commencé par l'hypnose et j'ai découvert l'aspect thérapeutique en passant d'abord par les vies antérieures. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai découvert finalement que les vies antérieures étaient finalement parfois la façon acceptable de parler du transgénérationnel. Je vais m'expliquer. Parfois en hypnose, on va tomber dans une scène qui paraît symbolique et que l'on pourrait associer à une vie antérieure, par exemple. Donc on est dans une autre époque, on est dans un autre pays, avec des personnes qui sont habillées différemment, etc., etc.
Et en fait, notre subconscient nous emmène là, peut-être parce que c'est une vie antérieure. Moi, finalement, je suis assez limité en tant qu'être humain pour valider, et même si j'ai ensuite développé ma médiumnité, mais même en médiumnité, je ne dis pas que j'ai des vérités, je dis que j'ai des informations et j'essaye de m'approcher de ce qui est juste, mais pas de la vérité. La vérité, c'est un autre paradigme. Moi, j'essaye d'être dans le juste. Donc, on peut être dans une scène qui nous apparaît comme une vie antérieure. Alors qu'en fait, on est dans une manifestation d'une mémoire transgénérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le subconscient ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. D'où finalement, notre nécessité, je crois, d'inclure une œuvre quotidienne, un travail quotidien pour être dans le présent. Puisqu'une part de nous est toujours dans le futur, à préparer la suite, le dîner, les projets, etc. Et une part de nous est toujours dans le passé. Le problème, c'est quand une part trop grande de nous est encore dans le passé. Quand je parlais tout à l'heure des âges clandestins, ou quand une part de nous trop grande est encore dans le passé, c'est-à-dire dans « Ah, j'essaie de refaire le passé, j'essaie de réparer le passé », ou j'essaie c'est des personnes qui vivent dans la nostalgie ou dans cette espèce de fuite en arrière. Notre inconscient, il est important de comprendre comment fonctionne cet inconscient. Pour comprendre ensuite, on parlera de l'inconscient familial. Notre inconscient, premièrement, donc, ne connaît pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Certaines personnes, et ça peut expliquer certains blocages, certaines maladies, sont dans une espèce de boucle, comme s'il y avait une part de nous dans une boucle temporelle. Vous savez, ces films-là où il y a une boucle temporelle, où le jour le plus long, le jour sans fin, un jour sans fin, où on revit toujours la même journée. Mais il y a des parts de nous, en fait, qui vivent comme ça. Ou sur certains sujets, il y a des parts de nous qui sont dans une espèce de blocage, comme un hamster qui tourne dans sa cage, bloqué dans une spirale temporelle. Si vous êtes aussi si vous êtes magnétiseuse, magnétiseur, allez regarder aussi ça, par exemple, dans le corps des gens. Quelle est la partie de toi qui vit dans une boucle temporelle, dans laquelle, finalement, le présent n'existe pas et la vie ne circule pas. Parce que le symbole de la circulation de l'énergie, c'est le lémiscate, c'est le 8, hein, comme ça. Et donc, quand vous êtes dans l'énergétique, allez voir là où ça ne circule pas. Et parfois, ça ne circule pas, c'est-à-dire ce n'est pas dans le présent, parce que c'est bloqué dans le passé. Donc, ça fait une boucle dans le passé. Et parfois, c'est une boucle dans le futur aussi. Je suis trop. Donc, c'est encore pour comprendre comment fonctionne le subconscient. Donc, le subconscient, ou l'inconscient, pour moi, pardon, je vais dire les deux mots qui pour moi sont la même chose, avec une petite subtilité. L'inconscient est souvent considéré comme un inconscient personnel, hein, on dit mon inconscient. C'est pas ça dans mes rêves, c'est mon inconscient qui me témoigne d'eux. Et quand on parle de subconscient, on parle d'un inconscient souvent plus collectif. C'est c'est comme s'il y avait une J'entends plus rien. Moi, j'entends plus rien non plus, Jérémy. Je crois que c'est ouais, son image elle est figée, je pense. Ouais.
Première fois que ça arrive. Je ne sais pas si c'est la chaleur qui fait tout bugger, mais première fois que ça arrive, je ne comprends pas. Ok. On va vérifier que tout le monde est bien revenu. Hop, normalement oui. Voilà, désolé. Je n'ai pas compris. En effet, mais pourtant c'était chargé, ça s'était chargé à une vitesse. Bon, on va voir si tout va bien. Ok. Pardon, je parlais de l'inconscient, de la notion de temps et donc de se libérer aussi donc, de ces charges du passé finalement. C'est notre objectif. Puisque nous n'avons pas conscience de ce qui est le passé, le présent et le futur, il faut donc aller identifier ce qui doit être relégué d'une certaine façon au passé. D'accord ? Donc, ces charges familiales, ces charges transgénérationnelles ou ces croyances qui n'ont plus lieu d'être dans le présent et qui doivent retourner au passé. L'inconscient ne connaît pas le vrai et le faux. Si je vous dis là, par exemple, maintenant, que dans votre main, il y a un citron, et que ce citron, bien, vous le portez dans une main, et que vous commencez à, il commence à avoir un certain poids. C'est un beau citron de menton qui est bien gorgé de soleil, et vous allez commencer à le sentir dans votre main. Même si vous ne mettez pas la main comme ça, vous allez le sentir dans votre main, le citron. Parce que nous fonctionnons par suggestion. Notre inconscient fonctionne par suggestion. C'est un des outils principaux de l'hypnose. Et de toutes nos thérapies, finalement, on va suggérer des choses positives. Si je vous dis maintenant que ce citron, vous allez croquer dedans, eh bien, il y aura une réaction corporelle. Ça va peut-être, au niveau des papilles, se réveiller, ou peut-être qu'il y aura du dégoût parce que vous avez une image du citron qui est forcément acide et amer, etc. Mais vous aurez aussi les images. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On pourrait dire que c'est faux, vous n'aviez pas vraiment un citron, mais pour votre inconscient, c'était vrai à ce moment-là. L'image, à ce moment-là, était vraie. Le subconscient ne connaît pas non plus la négation. C'est-à-dire que si là, je vous interdis, au sens de l'interdiction, hein, le subconscient ne connaît pas l'interdiction. Si je vous interdis de voir un éléphant rose, là, de penser à un éléphant rose, pourquoi? Parce que le subconscient, son langage, ce sont les images. Dès qu'on vous dit un mot, en fait, le subconscient entend des images. Et le subconscient ne connaît pas le jeu, le JE. Le subconscient, il ne vous connaît pas. C'est à nous de comprendre ce fonctionnement du subconscient. Le subconscient ne connaît pas le mental, on pourrait dire, ne connaît pas l'ego, le JE. Le subconscient est, le subconscient vit. Le subconscient est un champ d'information. Si on voulait utiliser des termes très presque scientifiques, mais quand même spirituels, on dirait que c'est un champ d'information quantique. D'accord ? Que c'est un champ d'information et tout est accessible. C'est important pour moi de vous dire que oui, en transgénérationnel, tout est accessible. On va pouvoir aller chercher des informations partout. Parce que l'inconscient sait tout. Il suffit de lui poser les bonnes questions. Ça va être ça un peu mon rôle et le rôle des outils que je vais vous partager, c'est les bonnes questions, premièrement, et ensuite écouter les réponses. Donc, posez les bonnes questions. Vous allez voir, ça c'est un deuxième outil qui s'appelle l'interview transgénérationnelle. On va aller interviewer votre arbre intérieur. L'inconscient sait et donc le corps sait. Le corps sait. Donc, je vous inviterai à écouter votre corps, à écouter vos ressentis, à écouter
Alors vous, et puis donc vos clients, hein, toujours je parle à vous aujourd'hui comme si vous étiez mes clientes, et puis les personnes que vous allez accompagner, vous êtes mes Micheline aujourd'hui, si vous me le permettez, et vous aurez d'autres Micheline un jour. Je vous le souhaite. Donc votre corset, je ne pense pas vous révéler grand-chose. C'est la kinésiologie, par exemple, qui a utilisé cette idée-là, finalement, hein, d'aller chercher dans les réactions musculaires des réponses. On ira les chercher aussi d'une autre façon, quoique presque similaire. Le corset, la maladie, finalement, est une manifestation par le corps de cet inconscient. Là, on parlera de décodage biologique, par exemple. On verra aussi ce sujet. Donc voilà, ce sont nos outils. Ce sont nos outils, on travaille avec nos corps, on va travailler avec nos paroles, et on va travailler avec notre inconscient qui sait et qui se manifeste partout et tout le temps. Il suffirait peut-être d'apprendre à l'écouter, et en fait, c'est ce qu'on va faire. Et puis, comme nous sommes d'abord des arbres sur pattes, hein, quand on a un problème, moi, quand on a un problème, des fois, je fais cette métaphore aux personnes pour leur dire arrêtez de culpabiliser, en fait. Ce n'est pas vous, c'est votre système. Ce n'est pas vous, c'est votre histoire, c'est votre éducation qui est problématique au sens qu'il faut aller mettre à jour. Parce que je suis nul, je comprends rien, j'y arrive pas. Pour moi, c'est déjà un écueil. C'est-à-dire que non, ce n'est pas toi qui n'y arrive pas, ce n'est pas toi qui es nul, c'est ton système qui te fait croire que tu es nul. C'est ton histoire qui te fait croire, ou qui t'a fait croire que tu ne pouvais pas y arriver, ou qui ne t'a pas dit que tu pouvais y arriver. Ton système, ton histoire, ton éducation, les mots que tu as reçus et pas reçus, les gestes que tu as reçus et pas reçus, et surtout les exemples que tu as reçus et que tu n'as pas reçus. Parce que nous sommes faits d'identification. Donc, on va aller chercher dans cet arbre à qui s'identifier pour lever un problème et à qui arrêter de s'identifier pour ne plus avoir ce problème. Voilà. Donc là, ce qui est important pour moi, c'était que vous compreniez les dynamiques, à la fois des outils, hein, comment ils vont fonctionner les outils, et puis déjà quelques petits termes comme ça pour que vous compreniez les dynamiques transgénérationnelles. Est-ce que déjà, vous avez des questions? Et j'espère que oui, ça va nous permettre d'échanger et à moi de rebondir. Et pourquoi ce téléphone ne veut pas se mettre en off quand je lui demande 10 fois de 10 façons différentes? Alors, pendant que vous posez vos questions, je vous en prie. Qui a une question? Bon, c'était le... Ou alors j'étais vraiment très simple et très efficace. Alors, comment on met un téléphone en off? Leçon du jour. OK. Oui, dis-moi, j'écoute. J'entends un micro se mettre en route. Moi, pendant un moment, tu parlais d'un monsieur, tu as cité le nom d'un monsieur, je ne sais plus son nom et je ne sais plus sur quel institut. Bourdieu. Bourdieu. Pierre Bourdieu, qui parle d'habitus. Habitus, Pierre Bourdieu. Habitus, c'est, pour faire très, très simple, c'est la somme de notre, j'allais dire, de notre monde intérieur. C'est-à-dire comment nous voyons la vie, comment nous vivons, quels sont finalement, c'est une somme de croyances, de comportements, etc. D'accord. Voilà. Pas d'autres questions sur ce début? OK.